qui est dans mes gènes. Voilà. Et ça, vous le dites très bien dans un excellent documentaire de Frédéric Campin et de Gilles Gaëtner, Le temps des juges. Vous dites que la justice doit être la même pour tous. C'est révolutionnaire, encore aujourd'hui. Oui, mais encore aujourd'hui, elle a quand même beaucoup changé. Elle a beaucoup changé parce que regardez aujourd'hui, quand il y a une affaire politico-financière qui sort, d'abord la presse souvent présente la première, et la justice va enchaîner, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'elle va faire son travail consistant à vérifier si c'est vrai ou pas. À une époque, ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. Donc vous voyez le fossé, même si tout n'est pas parfait, évidemment. Non. Il y a encore des réformes à faire qui sont importantes, on peut en parler, j'en parle dans le livre, mais de fait, il y a une émancipation qu'on peut pas nier. Et pour traverser toute cette période, ça a été quand même extrêmement difficile parce que c'est une période de transition, je dirais, vous voyez, que j'ai connue, où j'ai essuyé les plâtres avec d'autres, pas seulement en France, en Italie aussi, en Espagne. En Suisse, avec Bernard Bertossa à Genève. Le procureur général du canton de Genève. Voilà, avec lequel d'ailleurs j'ai lancé un appel. L'appel de Genève, le 1er octobre 1996, voilà. À l'université de Genève. Exactement. Alors, tout ça, je vous renvoie à l'excellente biographie de Bernard Bertossa avec Agathe Duparc, La justice, les affaires, la corruption chez Fayard. C'est témoignage pour l'histoire. Alors, c'est un livre rare. Je conseille aux auditeurs de créer des alertes pour l'avoir sur Internet. Mais c'est un livre qui mérite, comme votre biographie, d'être lu et de prendre connaissance de la préhistoire. J'appelle ça la préhistoire de la magistrature. Oui. Ce qui est révélateur, si vous voulez, c'est que Bernard Bertossa, il est procureur général à Genève. Oui. Il est élu. Les magistrats sont élus là-bas. Il est élu, donc il a une légitimité. Et de l'intérieur, il va dénoncer l'argent sale qu'il y a en Suisse. Donc c'est une attitude courageuse, innovatrice, qui montre aussi que dans ces pays qui sont toujours montrés du doigt, il y a aussi des gens qui veulent faire le ménage. Et il le dit d'ailleurs dans ce livre. Et voyez, cette démarche qui était collective, qui est européenne, parce qu'on est 7 en fait, mais il y a 2 juges italiens, Manipulité, enfin des procureurs, parce que chez eux, les procureurs sont totalement indépendants depuis longtemps. Ils ont fait le ménage dans les années 92 dans la classe politique corrompue. Ils ont fait aussi toutes les mafias, etc. Enfin, c'est justice italienne. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que il y a des juges qui sont morts aussi. Attention, on est dans quelque chose de lourd. Et puis il y avait le juge Garzón, qui est le juge espagnol, qui a poursuivi Pinochet. Enfin voilà. Donc le constat, c'est on peut pas, même si on est indépendant. Moi, je l'étais, mais eux aussi. Mais avec les paradis fiscaux, compte tenu des circuits financiers, on est bloqué à un moment donné. Et là, on ne peut plus assurer l'égalité de la justice. Et c'est cette injustice-là qu'on a voulu dénoncer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a lancé cet appel à Genève. Alors, le texte de l'appel de Genève, il est disponible sur le site du MEDEL. Le MEDEL, c'est medel.org. Il y a une rubrique consacrée à l'appel de Genève. On va fêter les 25 ans de l'appel de Genève le 1er octobre 2021. Il est prévu de faire un colloque, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Voilà. Alors, revenons à l'affaire Boulin, et vous évoquez un personnage qui, pour moi, est emblématique de mon combat personnel. Pas d'a priori. Je pense que la justice doit être libre. Elle doit être indépendante. Elle doit être la même pour tous. Ça, je suis parfaitement d'accord. Vous avez une différence avec les affaires financières que j'ai connues, celles que j'ai traitées, parce que ces affaires-là, elles sont compliquées. Il faut des années. Moi, je vous assure, on ne peut pas juger comme ça rapidement des personnes qui ont détourné des 50 millions d'euros ou autres dans des offshore. Il faut 4-5 ans d'investigation à l'étranger. Et croyez-moi, c'est compliqué. Et si vous y arrivez en 4-5 ans, tant mieux. Parce qu'il y a des fois, on ne peut pas y arriver. Voilà. D'où je pense qu'il y a un décalage dans la perception que l'on peut avoir entre ce que vous dites sur des gilets jaunes ou d'autres faits qui sont jugés très rapidement
et ses affaires politico-financières. Voilà. Je jetterai pas, je n'ai pas, si vous voulez, à avoir de jugement sur les juges. Il faut leur faire confiance. Qui condamne, y compris des gilets jaunes, je ne sais pas. Oui, c'est le financement qu'il faut avoir fait. J'y arrive pas parce qu'il y a trop de gens en ligne, mais je vais y arriver moi aussi. J'ai reçu Denis Robert pour Les Prédateurs. Et c'est lui qui a rédigé le livre qui entoure l'appel de Genève, Absolument. La justice ou le chaos. Oui. Et c'est tout un programme politique, la justice ou le chaos. Oui, tout à fait. C'était au moment de l'appel de Genève Tout à fait. en 96. Il fait le portrait des 7 magistrats. Il est allé et il était. Il y a une vidéo qui est préparatoire du colloque sur l'appel de Genève de 2021 où on le voit et on vous voit interviewer ainsi que Bernard Bertossa en ligne sur YouTube. Oui. Il suffit de taper l'appel de Genève et on vous voit à ce moment-là historique lors de l'appel de Genève. Oui, tout à fait. Il a joué un rôle prépondérant lors de cet appel. Et puis, c'était un grand moment. Je pense qu'il a joué. Il nous a convaincus de sortir de nos bureaux. Voilà. C'est ce qui était, je peux vous dire, qui était primordial. Pas primordial, mais à titre personnel, c'était pas évident. Moi qui suis plutôt secret, qui ai l'habitude de travailler mes dossiers dans mon bureau, d'aller comme ça, porter la bonne parole à l'extérieur, c'est que vraiment il y avait une nécessité, je dirais une démarche citoyenne. Voilà. Oui. Et avec qui n'a pas eu d'équivalent en Europe et dans le monde jusqu'à présent. L'appel de Genève, la preuve, c'est que la promotion de l'école de magistrature de cette année-là s'appelle l'appel de Genève. Ils ont fait ce nom-là. Eh ben c'est bien, je trouve ça bien, parce que ça veut dire que les jeunes magistrats avaient conscience. Ils ont conscience. Et moi, j'ai toujours, vous savez, je l'explique à la fin du livre, je donne cet exemple d'une jeune magistrate, une future magistrate qui avait fait un travail remarquable dans mon bureau. Et je me suis dit, mais passe la main. Tu commences à déjà avoir un certain âge, tu as vécu un certain nombre de choses. Il y a des jeunes qui feront ce que toi tu n'as pas pu faire, ils le feront. Voilà, j'ai vraiment confiance dans la jeunesse, voyez. Bien. Alors, avant de passer la main à la jeunesse, on va passer à la PRL. on arrivait un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que quand je découvre le dossier, il me faut quand même quelques mois pour lire les 30 ou 40 tomes du dossier, essayer de comprendre où ça va, c'est très compliqué. Et je m'aperçois vite que tout passe par la Suisse. Enfin, l'essentiel passe par la Suisse. Et là, il y a des comptes, et des multiples comptes, etc. Donc, pendant les 2 ans où j'ai instruit ce dossier, j'ai essayé de remonter les circuits. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans cette entreprise. L'aspect France-Afrique, entre guillemets. Oui. Et 2, est-ce qu'il y a eu des fonds détournés par des dirigeants et 3, est-ce qu'il y a eu des financements de partis politiques en France? 3 financements de partis politiques. Voilà. On s'accroche. Voilà. Et là, j'ai découvert pour la première fois cet univers. Enfin, pas la première fois, mais j'ai vraiment creusé comme un mécano, si vous voulez, fait son travail pour démonter un moteur. Et grâce à M. Perrodin, qui est un juge de Genève, qui avait un assistant spécialisé qui a fait des tableaux, mais incroyables. C'est-à-dire que des multiples comptes qui partaient dans tous les sens, il vous sortait un tableau avec 3-4 flèches. Voilà. Et on comprenait tout de suite. Alors, il fallait rentrer dans le dossier, mais voilà. Donc, j'ai découvert cet univers caché qu'on nous cache. Et c'est pour ça que cette affaire, pour moi, était importante. D'abord, les sommes étaient importantes. C'était une entreprise d'État. Oui, le million, c'était le voilà, chiffre. C'est l'approvisionnement pétrolier de la France. Voilà, c'est aussi des retours sur des chefs d'État africains. Mais à l'époque, oui, mais il faut savoir qu'à l'époque, jusqu'en 2000, ce n'est pas répréhensible. Tout à fait. La corruption d'agents publics étrangers ne va être répréhensible en France qu'en 2000. Donc, comme cette affaire était antérieure à 2000, je n'ai pas pu aller plus loin à un certain niveau. J'ai compris qu'il y avait des choses, qu'il y avait des financements, etc. Puis en plus, il y avait du secret défense. Voilà. Donc, le point 1 étant pas mis entre parenthèses, parce que j'ai cherché à savoir.
J'ai vraiment cherché à savoir, à comprendre comment ça fonctionnait. Mais vous savez, dans ce domaine-là, c'est pas hasard si ça passe par la Suisse. Non. C'est pas hasard si les comptes sont compliqués. Et c'est pas hasard si ceux qui sont en charge de ça ne parlent pas. Vous voyez la difficulté de la justice face à ça ? En l'occurrence, Tarallo et Sirver. Oui, absolument. Absolument. Alors, il disait des Africains. Bon. Mais bon, voilà. Après, vous posez des questions, là, ça devient indiscret. Voilà. Tout à fait. Donc, à l'audience, après l'audience, il y a une audience publique, d'ailleurs, où ils ont admis qu'il y avait aussi du financement de partis politiques en France. Ils l'ont dit à l'audience, chose qu'ils ne voulaient pas reconnaître antérieurement. Vous savez, quand les gens ne veulent pas parler, quand vous avez des circuits compliqués, qu'est-ce que vous voulez que le juge d'instruction fasse ? Il pose les questions, mais les personnes ont même le droit de ne pas parler. Ils ont le droit au silence. Bon. Et là, par contre, à l'audience, ils ont commencé à parler et dire qu'il y avait déjà de l'argent qui avait été distribué aux partis politiques, sans dire qui, sans donner les noms. Tout à fait. Voilà. Principalement en espèces, d'où difficilement retraçable pour vous. Oui, de toute façon, oui, moi j'ai retrouvé les espèces. Parce que j'ai démonté grâce à mon collègue suisse, on a retrouvé, parce que c'est ça les montages, c'est pas compliqué, hein, le blanchiment à ce niveau-là, vous payez, vous faites des virements d'un paradis fiscal à l'autre, et ensuite ça circule dans plusieurs comptes, plusieurs pays, et à la sortie vous avez des espèces. Tout à fait. Et allez savoir qui a encaissé les espèces, parce qu'en général c'est un intermédiaire qui retire les espèces, qui n'a aucun intérêt à dire qu'il a arrosé un tel ou un tel. Donc voilà, ça c'est une vraie difficulté. Vous voyez que dans des dossiers, j'ai rencontré ça à plusieurs reprises, et c'est ça qui me heurte, c'est qu'on est aussi longtemps, alors aujourd'hui c'est parti ailleurs, mais ça continue, c'est qu'on tolère ces systèmes-là. Voilà. Voyez, parce que c'est vraiment là où on tombe dans une justice à deux vitesses, parce qu'on ne peut pas remonter. Vous voyez, on en est encore au constat de l'appel de Genève. Alors il y a des progrès de fait, oui, mais aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, tout le monde reconnaît, tout le monde le dit, les experts, qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans les paradis fiscaux. Oui. Alors qu'on m'explique. Alors qu'on a besoin d'argent pour lutter contre la Covid, pour soigner les gens. Mais oui, et puis la misère. La misère se développe dans le monde. Tout à fait. Regardez le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Afrique et comparer leur situation à celle d'un certain nombre de dirigeants corrompus. Tout à fait. Qui pillent, qui volent leur C'est pas compliqué. Verschaw avait expliqué que le montant de la dette était le montant de la fortune de chaque dictateur, de chaque pays. À peu près. Moi, j'ai pas de chiffres parce que je vais vous dire, l'argent, la corruption internationale, il est caché. Donc, j'ai regardé un peu, alors, vous avez des chiffres qui sont avancés, mais il est caché. Donc, c'est difficile d'avoir une idée précise. On sait qu'on parle de milliards, attention, on ne parle pas de rien. Et voilà, donc c'est cette... j'ai voulu dénoncer, là, j'ai consacré 3 chapitres dans le livre, à cette problématique de paradis fiscaux. D'abord pour expliquer, puisque j'ai eu la chance, en quelque sorte, d'explorer tous ces circuits pendant 20 ans. Au début, je ne connaissais rien. Bon, j'ai découvert, j'ai fini par comprendre. Je suis lent à comprendre, mais j'ai quand même, à force, fini par voir des mécanismes. Donc, j'ai voulu expliquer aux gens ces mécanismes-là. Voilà la réalité. À partir de là, on constate que, oui, à un certain niveau, on est bloqué. Et donc, je propose aussi, je me suis dit, c'est bien de critiquer, c'est bon. J'étais à la retraite, donc j'avais un peu de retrait, et là, je pouvais expliquer, ce que je n'aurais jamais pu faire avant. Mais en même temps, j'essaye de proposer des solutions, parce que, et c'est ça qui me paraît important, c'est que c'est comme la pollution. On dénonce la pollution, oui, il y a de la corruption internationale, oui, il y a de l'argent sale, oui, il y a beaucoup de grandes fraudes fiscales qui ne concernent pas les plus pauvres. Bon, donc il y a toute cette injustice, mais comme la pollution, ça continue. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on est moins pollué qu'il y a 2 ans ? Pourtant, regardez toutes les discours, toutes les... Voilà. Alors, on parle beaucoup, c'est vrai. On essaye d'agir, mais à chaque fois, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé d'expliquer, voilà, les paradis fiscaux, on peut y aller, mais il faut une volonté politique et il faut surtout une volonté internationale. C'est-à-dire qu'on ne réglera pas le problème en restant franco-français. C'est pas vrai. Donc, commençons par porter le problème en Europe,
où il y a encore des places qui blanchissent l'argent. Et ensuite, on pourra aller exporter notre modèle, si j'ose dire. Alors, je sais bien, ça a l'air très utopiste quand je dis ça. Moi, je tire mon expérience, si vous voulez, de la réalité. Voilà, j'ai vu la réalité, je vois comment elle fonctionne. Et il y a toujours des solutions, simplement. Il est temps de s'y mettre. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique. Oui. Et je crois que ce n'est pas le cas actuellement. Mais c'est aux Oui. citoyens de faire pression sur